Nous montagnes noires, on a député Claude Guillaume, collègue député, président du Sud, Nanip. Nous avons montagne noire. C'est jeudi dimanche 15 septembre. Ça c'est d'autres maisons voisines, d'autres limitrophes. Ça c'est la quoi devant commencer. Et combien de façades, même ces façades, ça c'est côté café, basket, volley. Ils sont censés avoir un étage. Mais en pile appartement. Ouais, ça c'est une façade qui barre sur Pétionville, sur la ville. Ok. Et une piscine. La question fondamentale pour moi, et je le dis toujours, c'est la question de notre domination spirituelle. Pour moi, tout en fait retourne à cette ultime question de la colonisation de l'image de Dieu. Que si nous acceptons aussi facilement d'être contrôlés mentalement par les Blancs, c'est parce qu'en dernière instance, nous concevons Dieu comme étant un homme blanc. Et donc, il nous est extrêmement difficile de remettre en question l'autorité du blanc sur terre, parce que pour nous, cette autorité terrestre reflète en fait un ordre cosmique que l'on ne peut pas remettre en cause. Est-ce que vous me suivez? Il y a une racialisation de l'image de Dieu, et il y a une diabolisation de l'Afrique et des Africains. On va regarder quelques images, vous allez voir de quoi je parle. À gauche, c'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, le blanc aux yeux bleus, qui est là pour nous sauver. De qui? De nous-mêmes. Ça a un sens, ça? C'est pas ridicule. Est-ce que vous pensez avoir un cerveau normal et vous pouvez dire des bêtises comme ça? Qui est-ce qui nous a kidnappés en Afrique? Qui est-ce qui nous a torturés en Afrique? Qui est-ce qui nous a amenés ici contre notre gré, qui nous a lynchés, qui nous a violés, qui nous a castrés, qui nous a fait travailler pendant 219 ans sans nous payer jour et nuit, qui nous a pendus, qui nous ont enterrés dans des trous qu'on a fouillés nous-mêmes, ils laissaient juste notre tête dehors qu'ils recouvraient de miel pour que les fourmis et les abeilles viennent nous manger et nous tuer. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ce sont des Africains. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est des gens qui ressemblent à ce type-là. Et pourtant, on insiste qu'il est là pour nous sauver. Et nous, on accepte ça. Mais c'est quoi notre problème? Ce problème, c'est d'autodétermination. Vous voyez? Alors avec ça, il y a toute une gamme. Hein. Il y a les anges blancs. Si vous êtes gentil, vous allez les rencontrer un jour. Et puis il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est tout aussi blanche, n'est-ce pas? Et si aussi vous êtes gentil, vous pouvez avoir des apparitions ces jours. Hein? Et voilà, aller en pèlerinage au Carmel, je ne sais pas quoi, le 15 août, parce que soi-disant la Vierge blanche est apparue, vers quelques illuminés. On est en pleine folie, on est en plein délire. Vous voyez, on est vraiment en plein délire. Et c'est pour ça qu'il est question d'autodétermination. Comment est-ce qu'on reprend en main notre propre capacité à raisonner, à comprendre, à interpréter la réalité pour que ça ait un sens pour nous en tant qu'Africains? Ça n'a pas de sens de penser que Jésus peut nous sauver, qu'un blanc puisse nous sauver. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est bien des blancs d'eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'un blanc va nous sauver d'autres blancs? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Si un pitbull est en train de me manger, vous pensez que je vais attendre un autre pitbull qui vienne me sauver? Non, l'autre pitbull va se passer aussi à table et me déchiqueter encore davantage. Et pourtant, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à comprendre ça. On est toujours tourné vers le bon blanc. On attend le Père Noël avec ses cadeaux. On a vraiment un problème de crise culturelle. Bienvenue dans la grande interview. Nous sommes avec Laurent Lamotte, l'ancien Premier ministre d'Haïti. Monsieur Lamotte, merci d'avoir accepté l'invitation d'RT France. Alors, votre pays fait face à une crise économique, humanitaire, sociale. C'est le pays le plus pauvre du continent américain. Comment vous expliquez cet état de pauvreté? De 1804 à nos jours, seulement 49% des présidents ont pu finir leur mandat.
Donc ça fait plus de 51% de présidents n'ont pas fini leur mandat. Ceci, c'est la cause de l'instabilité politique. Nous avons une constitution qui est très faible, qui ne prend pas en compte vraiment les désirs de la population et qui aurait dû être révisée il y a longtemps. Mais il n'y a pas eu de révision de la constitution. La constitution alimente, si vous voulez, une instabilité chronique et permanente. Ceci occasionne un manque de continuité des politiques publiques et de plan gouvernemental. Alors c'est vrai qu'on parle beaucoup, notamment dans de nombreux médias, de cette malédiction dont serait victime finalement votre île. Vous en pensez quoi? La première malédiction d'Haïti, c'est après notre indépendance, on a reçu des sanctions. Nous n'avons pas été reconnus pendant 60 ans. Et notre indépendance nous a coûté plus de 20 milliards de dollars américains, qui représentaient plus que 98% de notre budget. Donc n'importe quel pays qui commence avec ses bases, où tout est détruit, où on doit commencer à zéro, ça prend des centaines d'années pour réussir à surmonter tout ça. Indépendamment du fait que nous avons eu plusieurs catastrophes naturelles, nous avons eu par exemple le séisme, qui a quand même tué 250 000 personnes et blessé 500 000 autres personnes. Haïti est justement victime des changements climatiques. Et des changements climatiques qui n'ont rien à voir avec notre pays. C'est-à-dire que nous sommes là, nous sommes une petite île dans les Caraïbes qui fait face à d'énormes défis de catastrophes naturelles causées par les changements climatiques, justement des grandes nations à travers le monde qui n'ont pas su gérer leur niveau d'émission, qui causent d'énormes soucis à un pays comme le nôtre. Et dans le même temps, c'est vrai que vu son positionnement géographique stratégique, Haïti dispose d'un énorme potentiel. Quels sont ses atouts principaux? L'un des plus grands atouts d'Haïti, c'est notre culture, c'est nos plages, c'est la beauté physique de notre pays. Ça, c'est un atout que nous avons. Maintenant, il faut mieux l'exploiter. Bien entendu, il faut avoir aussi la stabilité et la continuité politique et la sécurité qui couronnent tout ça. Alors puisqu'on parlait de cette instabilité politique, ce n'est pas la seule raison qui pousse le peuple haïtien à descendre dans la rue. Il y a aussi cette grogne contre la corruption généralisée. Quelles sont vos observations à ce niveau? Je pense que le problème de corruption, ce n'est pas un problème qui ni a été inventé en Haïti, ni qui finira seulement en Haïti, mais c'est un problème à travers le monde et on le voit dans les plus grands pays du monde, dans les plus grandes capitales mondiales, le problème de la corruption endémique. Pour Haïti, c'est un problème qui est lié à la pauvreté. C'est un problème qui est lié aux salaires qui sont bas. C'est un problème justement qui doit être résolu par un changement de mentalité, par un changement d'attitude. Nous sommes le premier gouvernement à avoir adopté la loi anticorruption, une loi sévère qui punit la corruption. Vous évoquiez le cas de Juvénile Moïse, l'actuel président. On ne sait pas s'il va pouvoir terminer son mandat. Il y a une grogne dans la rue importante. La corruption, certes, la pauvreté. On a quand même le sentiment que la classe politique, elle a échoué en Haïti. Est-ce qu'elle a sa part de responsabilité, cette classe politique? Dans une situation économique précaire comme celle d'Haïti aujourd'hui, nous avons un président qui a été élu en 2 fois par 55% de la population, donc 45% ont voté contre lui. Et aujourd'hui, nous voyons, seulement après 2 ans et demi de mandat, que les mauvais perdants de l'élection présidentielle investissent les rues, profitent de systèmes où les institutions sont faibles, les institutions judiciaires sont faibles, l'institution policière est faible. Les Nations Unies, la ministre a laissé il y a quelques mois Haïti et ils ont laissé derrière une force de police très faible. Quelques oligarques qui bénéficiaient dans le passé de contrats juteux profitent d'une situation d'instabilité chronique et de faiblesse des institutions pour financer des gangs et pour financer une déstabilisation politique et sociale de notre pays et demandent le départ du président pour qu'il continue à bénéficier des avantages qu'il jouissait dans le passé. C'est uniquement ça. On observe donc cette situation très instable, un peu chaotique. Il y a de nombreuses organisations de défense des droits de l'homme qui dénoncent une répression. Que leur répondez-vous? Aujourd'hui, la violence en Haïti est liée principalement à la violence de combat entre gangs. Il n'y a certainement pas de cas
d'extrême violence policière. D'ailleurs, la présence policière est parfois très faible. Alors ces forces de l'ordre qui sont intervenues, elles ont quand même eu l'air dépassées parce qu'il y a eu des tirs à balles réelles. On a observé des tirs à balles réelles de la part des forces de l'ordre sur les manifestants. Il faut faire attention aux désinformations parce que le monde fait face aujourd'hui à une campagne de fake news et de désinformation qui est réelle. Nous sommes dans une situation où les gangs armés ont repris pied. Les gangs armés se font la guerre entre eux et créent une confusion énorme. D'ailleurs, j'invite quiconque à aller voir de par eux-mêmes cette pseudo-répression, parce qu'il y a beaucoup plus de fake news que de vraies répressions dans tout ça. Monsieur Lamotte, Haïti est membre observateur de l'Union africaine et lorsque vous étiez vous-même Premier ministre, vous avez beaucoup milité pour que Haïti intègre l'Union africaine, cette organisation. Ce n'a pas été possible pour des raisons géographiques. Vous, quels sont vos arguments justement pour encourager cette intégration au sein de l'organisation panafricaine? Haïti, c'est l'Afrique dans les Caraïbes. Les mœurs sont les mêmes, la population est la même. C'est une population qui a été déplacée d'Afrique pour aller dans les Caraïbes. Nous faisons partie d'une diaspora, une diaspora fière africaine. Quand j'étais Premier ministre, j'ai eu à prendre la parole à l'Union africaine pour justement encourager l'Union africaine à considérer sa diaspora, à prendre en compte qu'il y a des Africains qui ont été déplacés il y a des centaines d'années pour aller à travers le monde, pour prendre en compte justement le désir de ces pays de retrouver leur continent d'origine. Et voilà pourquoi nous avons fait une demande d'intégrer l'Union africaine à part entière, comme membre à part entière. Nous avons les mêmes mœurs, nous avons les mêmes pratiques, les réalités sont similaires. Donc on a beaucoup à apprendre de l'Afrique, il y a quand même 54 pays en Afrique, et l'Afrique à apprendre d'Haïti. Alors est-ce que vous allez poursuivre ce lobbying? On est ici dans le cadre des MEDES 2019, on connaît votre proximité avec le Maroc. Est-ce que vous comptez justement sur le royaume chérifien pour vous aider à faire qu'un jour Haïti, pourquoi pas, intègre cette organisation panafricaine? Le royaume du Maroc a été un pays frère. Nous avons d'excellentes relations avec le Maroc. Et certainement, il y a 54 pays en Afrique. Nous comptons